Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Laurent Sexic pour les écrits politiques inédits de Stefan Zweig. C'est un livre qui paraît chez Albin Michel. Laurent Sexic, bonjour. Bonjour Shlomo Malka. Vous êtes romancier, vous êtes dramaturge, vous avez écrit Les derniers jours de Stefan Zweig, qui avait été un best-seller et que vous avez par la suite adapté au théâtre avec Patrick Timsit et Elsa Zilberstein. Vous avez aussi adapté au théâtre ce texte magnifique de Zweig qui s'appelle Le monde d'hier. Vous êtes un de ceux qui, en Europe, ont participé au renouveau d'intérêt pour Zweig. On va parler des inédits politiques que vous préfacez. Mais d'abord, dites-nous, comment est née chez vous cette passion pour Stefan Zweig? Elle est née il y a bien longtemps. Je devais avoir. Alors je peux vraiment dater quasiment de quand elle est née, ce qui est assez. Je peux pas le dire pour d'autres auteurs qui sont d'autres passions. Mais je rêvais d'être écrivain depuis l'âge de 16-17 ans. J'avais commencé à écrire depuis la première année de médecine. Et à 20 ans, en 1982. Une amie très chère qui s'appelait Magali Veig, V-E-G-H, sachant que j'écrivais, sachant que je rêvais de devenir écrivain, j'habitais à Nice à l'époque, est un jour venue à Nice me voir. Elle était parisienne, c'était la fille d'ailleurs d'une psychanalyste éminente, Claudine Veig, qui a écrit un très beau livre sur les enfants déportés. Je ne lui ai pas dit au revoir chez Gallimard. Et elle m'a tendu un livre. Et plus que ça, puisque c'était assez drôle, finalement, le début d'une passion, sans être trop long, elle m'a dit « Est-ce que tu as lu Le monde d'hier ?» Et je lui ai dit « Non, je suis en deuxième ou troisième année de médecine. Je n'ai pas le temps de lire Le Monde. » C'est vous dire comme à l'époque, même pour quelques c'est pour vous dire comme à l'époque d'ailleurs, Le monde d'hier était méconnu et Zweig n'était pas encore celui qu'il est devenu aujourd'hui. Elle m'a donné ce livre en riant comme on peut le faire avec cette remarque stupide, puisqu'en province le Monde arrivait le lendemain. Et elle m'a tendu ce livre, Le monde d'hier. Et là, le lisant, le découvrant, lisant dès la première page, ça a été un choc d'une violence inouïe. Ça a, je pense, changé ma conception du monde, changé ma conception de l'histoire et m'a donné une conception de la littérature qui n'était pas la mienne. J'ai à la fois découvert un auteur, quelque part un historien de cette époque et un artiste immense et puis une sorte de grand-oncle qui vous murmure à l'oreille, que ce soit dans les nouvelles ou dans les biographies. Donc, et 30 ans plus tard, j'ai pu monter ce monde d'hier au Théâtre des Mathurins avec Jérôme Kircher et ça a été un vrai bonheur et un vrai succès. Alors, on avait tous en tête, peut-être vous-même aussi, y compris en lisant le Monde d'hier, l'image d'un Zweig qui était pacifiste jusqu'au bout des ongles, isolé, à l'écart pendant toutes les années de montée du nazisme. Et voici que soudain apparaissent ces textes inédits qui vont totalement à l'encontre de cette image. Vous-même, vous saviez que ces textes existaient? Alors, j'en connaissais certains. Mais pour les avoir lus à l'université de Fredonia, qui est dans le nord des États-Unis, et qui recèle tout l'héritage Stefan Zweig. Tout l'héritage Stefan Zweig est dans cette petite université d'un bourg totalement perdu et près de Détroit. Et donc j'avais été invité à tenir une conférence là-bas. Ils font une biennale de Zweig tous les donc évidemment tous les 2 ans. Et j'avais pu dans une atmosphère, enfin au milieu de la neige près du Canada, à la fois regarder et avoir entre les mains le tapuscrit du monde d'hier, annoté par Stefan Zweig. C'est très émouvant de voir ce livre, ce monument, et puis de voir certaines des lettres. Mais ça a été vraiment un choc, comme vous le dites. C'est un deuxième choc finalement parce que, comme vous l'expliquez, ce n'est pas tout à fait. Alors moi, je n'ai jamais été parmi ceux qui accusaient Zweig de son suicide, de sa lâcheté. Zweig n'a pas fui, il est parti en exil. Il est parti avant tout le monde, il avait une véritable vision de l'histoire. Mais en effet, un tel engagement concret
un tel retour dans sa communauté de frères humains, un tel retour le soutien de ses frères en souffrance avant 38 et avant que cette souffrance ne touche les siens et n'emporte tous les Juifs de Vienne, après mars 1938, comme il l'a exprimé remarquablement dans Le Monde d'hier et dans ses lettres. Dès 1933, il prend fait et cause, lui que l'on croyait à l'écart de cette communauté, pour les Juifs allemands, et va aller très loin dans ce soutien concrètement, c'est-à-dire qu'il tente non seulement d'écrire, non seulement d'alerter, mais de rassembler les énergies, de rassembler les fonds. Et on a l'impression d'un dirigeant communautaire. Il en appelle devant le massacre. Absolument, on va parler de tout ça, mais d'abord je dois vous dire que je vous connais depuis de très nombreuses années et je ne savais pas qu'il y avait cette rencontre dans votre vie, parce que finalement il y a quelque chose de prédestiné dans cette rencontre. Il y a quelque chose d'écrit, comme une destinée. Alors oui, si l'on, enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très émouvant parce que j'ai l'impression de rencontrer une sorte de grand-oncle, parce qu'avec l'argent, je ne pensais jamais écrire sur Zweig, mais avec l'argent de mon premier avaloir, et j'ai acheté un livre dédicacé de la main de Zweig. Donc j'ai chez moi les traductions de Zweig, de poèmes de Verhaeren, dédicacés de la main de Stefan Zweig, au patron d'Alma Michel d'ailleurs à l'époque, au patron de Mercure de France. Donc c'est très émouvant, et donc oui, il y a une sorte d'histoire de communauté, j'ose pas dire de communauté d'esprit, même si c'est un maître également dans la manière d'écrire. C'est-à-dire que j'ai un peu la même manière d'écrire. Je parle pas du style, mais je travaille sur la concision. Mes romans font toujours 400 pages, puis 300 pages, puis 250 pages. Quand je les rends à mon éditeur, j'aime qu'il y ait une forme de rapidité. Donc vous écrivez avec une gomme, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme on tente de ciseler une sculpture. Je crois que pour arriver justement, parce que je suis un lecteur impatient de mes propres textes, pour qu'il n'y ait pas de temps mort quelque part. Alors, en tout cas, c'est l'autre versant de la personnalité de Zweig qu'on découvre et qu'on ne soupçonnait pas. Ce que vous appelez l'autre vérité de Stefan Zweig, ou ce que vous appelez encore Stefan Zweig penseur, parce que c'est un Stefan Zweig penseur qui se révèle dans ses inédits. Absolument, d'une intelligence rare. Je parle même d'intelligence absolue. Pour moi, il y a Stefan Zweig n'est pas un génie. C'est pas Joyce, c'est pas Proust. Il n'a pas inventé une langue. C'est pas Kafka non plus. Mais il a cette sorte d'intelligence absolue que je retrouve chez Romain Gary, chez très peu d'auteurs, c'est-à-dire une communion à la fois avec son texte, avec le lecteur, avec le monde ambiant. Il reste d'une modernité totale aujourd'hui. Je le compare à Tchekhov, qu'il admirait profondément d'ailleurs. Les nouvelles de Tchekhov que l'on lit aujourd'hui sont un peu empreintes d'un parfum un peu suranné. Et quand vous lisez Récit d'une inconnue de Tchekhov et Lettre d'une inconnue de Zweig apparaît d'une extrêmement contemporaine, et tout est adapté à la lecture d'aujourd'hui, mais pas une lecture rapide, une lecture extrêmement profonde. L'intelligence absolue, c'est un être qui parlait 6 langues, qui pouvait faire des conférences, comme il en a fait la dernière conférence qu'il a faite, et dont le discours est dans ses inédits. C'est au Marigny, au théâtre de Marigny. Sur le silence. Voilà, sur le silence. Magnifique texte. Voilà, on va y revenir, mais quelques semaines avant que les Allemands ne débarquent dans Paris. Donc c'est vraiment une intelligence absolue avec le monde, qu'il a sans doute perdu, parce qu'il résonnait tant avec la souffrance des autres, qu'il a voulu la partager finalement. Alors, il faut dire à nos auditeurs que ce sont des textes qui s'échelonnent sur 30 ans, de 1911 à 1940, et on voit le paysage s'assombrir au fur et à mesure du temps qui passe. On commence un peu dans l'insouciance, parce que le premier texte porte sur la reconnaissance de la société, que la société doit à ses écrivains, et puis au fur et à mesure, il prend conscience de l'ampleur des massacres qui se préparent. Il perd toutes ses illusions, l'humanisme, l'internationalisme, et il écrit « Le droit international n'a servi à rien, nous y avons en vain recouru face à l'immense injustice qui a frappé nos frères en Allemagne. » Et je crois qu'il dit ensuite « Il ne faut compter que sur nous-mêmes ».
Et c'est tout à fait surprenant de la part d'un... D'abord, ce sentiment d'appartenance, moi, j'en avais pas pleinement conscience. Il transparaissait dans certaines de ses lettres, notamment à Frédéric Zweig, sa première épouse, ou à certains de ses éditeurs en exil. Mais là, c'est tout à fait troublant. Tout à fait troublant la manière dont tout à coup, lui qui était très éloigné de la religion, très éloigné, qui restait toujours très éloigné de la religion, a pris pleinement conscience de son identité, peut-être presque malgré lui, et l'a embrassé littéralement durant ces 9 années d'exil. Et très tôt, c'est-à-dire que très tôt, il sent le vent mauvais venir, et très tôt, il sent la nécessité, comme il le dit dans une autre lettre qui est absolument incroyable, qui est un appel, un manifeste pour le peuple juif. Alors, quand on dit manifeste pour le peuple juif, on n'a pas l'impression d'entendre un texte de Zweig ou un appel de Zweig, et notamment il y a eu un très mauvais film, Adieu l'Europe, qui le représentait comme un film qui il y a 2-3 ans, qui le représentait comme un être éthéré, lâche. Là, on réalise que oui, vous n'aimez pas beaucoup ce film. Non, mais parce que véritablement, c'était un film. Vous dites qu'il est un peu désincarné dans ce film. Oui, complètement désincarné. C'est vrai. Et puis on voit que ça ne correspond pas du tout à ce Zweig, au véritable Zweig, à cette autre vérité qui s'exprime dans ses inédits. Oui. Alors, il y a l'appel qu'il lance pour que on puisse au moins sauver les enfants et les mettre à l'abri. Et ce qui frappe le plus, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'évocation de l'humiliation que constituent les attaques contre un peuple et un grand peuple. Il dit à plusieurs reprises, j'aimerais bien que vous lisiez ce passage, nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand peuple. Alors c'est vraiment tout à fait étonnant, d'autant que dans ses écrits, alors il y a 3 ou 4 nouvelles exceptionnelles sur le peuple juif, le Chandelier enterré, le bouquiniste Mendel, et puis sa première nouvelle qui s'appelle Les cordes d'argent, qui est reparue très très tard et qui est très prémonitoire. C'est une nouvelle qu'il a écrite à 20 ans sur la souffrance juive, et là c'est... Là, en effet, moi, ça a été véritablement une surprise d'entendre dans la bouche de Zweig, sous sa main, nous sommes un peuple très ancien, qui a des expériences très anciennes. Nous avons subi depuis 3000 ans l'hostilité d'innombrables peuples de la terre, qui appartiennent depuis longtemps au passé, l'hostilité des Égyptiens et des Chaldéens, celle de Rome et de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne et de la Russie. Il n'existe guère de ville en Europe, et c'était un grand voyageur, Zweig, où certains de nos ancêtres n'aient pas été brûlés vifs, ni de route où nos pères jadis, entendre nos pères sous les lignes de Zweig, c'est tout à fait étonnant, n'aient dû fuir et partir en exil. Pourtant, et cela est à la gloire du peuple juif, nous ne sommes pas devenus un peuple haineux. Et ça, il faudrait peut-être le relire 2 fois. Nous ne sommes pas devenus magnifique. Un peuple haineux. Sans cesse, nous avons cherché à servir avec conviction la cause commune de l'humanité. Nous avons aimé les pays où nous habitions et leur langue, dans laquelle nous nous exprimions. En tant que juifs, je ne trouve rien de plus admirable dans notre peuple, que nous ayons toujours su rester seigneurs et maîtres de nos souffrances, que nous n'ayons pas transformé toutes les misères qui nous furent jadis infligées en haine permanente contre les peuples qui nous les firent subir. Il donne une leçon d'histoire et une leçon de morale. Nous avons vécu en amis reconnaissants parmi des nations qui avaient été injustes envers nos pères et nos ancêtres. C'est pourquoi j'espère aussi que le malentendu monstrueux qui s'est traduit en violence contre nous aujourd'hui en Allemagne ne durera pas éternellement. Il faut que nous, qui sommes adultes, nous nous obligeons à répondre avec fierté et une certaine supériorité à l'offense qui nous est faite. Alors, il y a un autre texte juste avant que je me permettrai... Il conserve sa naïveté d'ailleurs, parce que quand il parle de malentendus monstrueux, il est sans doute au-delà il est en deçà de la vérité et de loin. Oui. Alors, je me permettrai de lire un autre passage qui est un peu dans le prolongement de celui que vous avez lu. Quoi qu'il soit arrivé ou puisse encore arriver, rien ne peut entamer notre honneur. Un peuple qui a donné au monde le livre le plus sacré et le plus précieux de tous les temps, dont l'enseignement religieux fonde toute la morale de notre globe, n'a pas besoin de se défendre
quand on le décrète inférieur. Et il n'a pas besoin de se glorifier des œuvres qu'il a sans cesse produites. Dans tous les domaines de l'art, de la science, de la pensée, elles sont ineffaçables, gravées dans l'histoire de chaque pays qui nous a donné asile. Et si dans le domaine de la science allemande, parmi les 1000 découvertes réalisées par des savants juifs, il n'y en avait eu qu'une, celle du seul Ehrlich qui élimina le plus cruel fléau de l'humanité, la syphilis. Moi, je ne savais pas personnellement que c'était un juif qui avait créé le vaccin contre la syphilis. Et fut béni par des millions d'hommes en Allemagne et dans le monde, nous aurions déjà compensé tous les défauts et les méfaits que la haine nous impute aujourd'hui. Nous rejetons donc avec sang-froid et avec la plus grande résolution possible la tentative organisée de déshonorer notre peuple à laquelle les idéologues racistes se livrent aujourd'hui, et nous sommes prêts à disparaître, ce qu'il fera, plutôt qu'à reconnaître ce délire comme une vérité. Voilà, oui, alors on sent qu'il y a une espèce d'humiliation dans ce qui arrive. Voilà, ça, il le vit comme une humiliation. Et donc une fierté en réalité. Une fierté qu'il n'a jamais revendiquée au préalable. Et donc en réalité son monde s'est effondré. Et s'est effondré sur ses épaules parce qu'il a été menacé. Ses livres ont été brûlés dès le 10 mai 1933 sur toutes les places d'Allemagne lors de l'autodafé. C'est un Zweig beaucoup plus proche, beaucoup plus incarné. Qui vraiment nous tire les larmes lorsqu'on lit ces passages. Moi, j'ai accepté la proposition d'Albin Michel vraiment, alors à la fois avec humilité parce qu'il s'agissait d'écrire un texte avant ceux de Zweig et donc d'essayer d'être un tant soit peu à la hauteur de la pensée de cet homme. Et quand je dis un penseur, là vous l'avez parfaitement exprimé, on sent une pensée en action dans ces textes, et une pensée qu'on a plus l'habitude d'entendre d'ailleurs, même s'il y a un errement, quand il dit « il vaut mieux disparaître », là on peut lui répondre « non, il ne vaut pas mieux disparaître », même si cela explique son suicide, et qu'on ne peut l'accuser d'avoir accompli ce geste de désespéré, que certains ont nommé un acte de lâcheté. Alors, même ce suicide sera vu pendant longtemps à travers ce prisme-là. Vous rappelez que le suicide de Zweig sera jugé coupable par un certain nombre d'intellectuels qui vont de Bernanos à Hannah Arendt en passant par Thomas Mann, et vous dites « on considère comme l'acte d'un lâche ce qui fut le geste d'un désespéré ». Absolument. Alors, d'abord, il faut lire les papiers honteux d'Hannah Arendt, qui traîne dans la boue Stefan Zweig, qui n'a pas été malgré tout un modèle de morale non plus dans ses actes, Hannah Arendt, avec ses rapports avec Heidegger. Ceux de Bernanos, ceux de Thomas Mann, qui étaient encore pire. Dès le lendemain de la mort de Zweig, on a craché sur sa tombe. Ça a été un événement. Le 23 février 1942, ça a été, il a fait la une du New York Times. On imagine mal, même encore aujourd'hui, la force de l'évocation de l'image de Zweig. Il a eu des hommages, des funérailles nationales au Brésil. La une du New York Times, je l'ai dit, et on en a parlé sur Radio Paris à l'époque. Ça a été considéré, il est vrai, comme une sorte de trahison, et on peut le comprendre. Mais quand on connaît le parcours de cet homme, que j'ai essayé de romancer et de traduire au plus près dans les derniers jours de Stefan Zweig. L'exil permanent, la souffrance de cet homme qui était l'homme qui avait vendu le plus de livres, qui était le plus traduit dans le monde, dont les pièces étaient jouées sur la terre entière, sa solitude et la dureté de son exil, en réalité, oui, l'acte d'un désespéré qui a voulu en réalité rejoindre le destin des siens. Il y a un texte aussi très beau sur le silence qui a été lu à Radio Paris, je crois en 1940, très beau texte, et auquel fait écho un autre texte sur les pêcheurs au bord de la Seine, qui continue dans son enfance, on lui racontait l'histoire de la mort de Louis XVI, et pendant que il a toujours été frappé par le fait que pendant que sur la place de la Concorde roule la tête de Louis XVI, et qu'il y a les gens sont joyeux et crient de joie, et il y a ces pêcheurs
qui continuent à faire attention à leur ligne, si j'ose dire, pendant qu'à côté, il se passe des choses terribles. Oui, je crois que ce qu'il a le plus marqué, sans doute, et il l'exprime dans Le Monde d'hier, c'est le fait qu'on, dès 1933, à Salzbourg même, près de là où il habitait, on a détourné le regard sur sa personne. C'est-à-dire ses plus proches amis autrichiens, sans parler des Allemands, ne lui ont plus adressé la parole. Et donc ce monde qui détourne le regard de la souffrance des Juifs, il en a pleinement conscience, extrêmement tôt, c'est là qu'il faut le rappeler, alors que des remarquables auteurs comme Joseph Roth ont cru jusqu'en 1938 que l'Autriche serait épargnée. Lui, il vend sa maison, son immense maison du Kapuzinerberg, dès 1934, et il commence son exil avant tous les autres. Je parle des Juifs autrichiens. Cela dit, c'est vrai que à la fin, plus on s'approche de l'année 40, plus il ressent ce qui se passe, mais pendant longtemps, on sent quand même que il continue, c'est ça qui est étonnant, il continue à écrire les biographies, les romans, les essais, la correspondance avec Romain Rolland, naturellement, il ne s'arrêtera jamais, en fait. Alors, il ne s'arrêtera jamais parce que le métier d'un écrivain est la seule chose que doivent faire un écrivain, c'est d'écrire. Il écrira pour vivre et il aidera énormément de personnes dans le besoin. Moi, je suis fasciné par cela, justement. Parce qu'en exil, à Londres, où il est considéré, d'ailleurs, à un certain moment, comme un alien ennemi, comme un étranger ennemi, et il devra même demander l'autorisation pour se rendre pour tenir l'hommage de Sigmund Freud à sa mort, il continue d'écrire de purs chefs-d'œuvre, comme vous l'avez signalé, Marie-Antoinette, et puis son écriture s'assombrit. Cela devient presque crépusculaire, et sa nouvelle Le Joueur d'échecs, qui est une métaphore exceptionnelle sur la dictature et sur l'avilissement et sur la souffrance intellectuelle, il l'écrit dans le bateau qui va le mener aux États-Unis. Donc il continue d'écrire parce que et heureusement, je dirais. Heureusement, et avec il a écrit Le Monde d'hier en 1 an, sans ses notes, sans bibliothèque, aux États-Unis, lisant à sa première femme et attendant sa validation de ses propres souvenirs. Cette aventure littéraire est en soi exceptionnelle. Alors, il nous reste peu de temps, oui, parce que j'aimerais qu'on laisse un moment pour le questionnaire le questionnaire Pont-Neuf, mais il faut rappeler simplement qu'il y a un texte très beau sur l'Angleterre. Il date de 1924 et il paraît dans le Neue Freie Presse et il vante le génie de l'Angleterre. On est à 10 ans de la montée du nazisme. Il y a un très beau texte sur la peine de mort et où le bourreau est vu comme un assassin. Il y a un texte sur l'unification de l'Europe qui reste encore très pertinent pour aujourd'hui. Zweig propose que des villes d'Europe soient choisies alternativement pour être la capitale de l'Europe pendant 1 mois. C'est une idée qui pourrait rester aujourd'hui d'actualité. Non, mais comme tout, en effet, tous ces textes résonnent aujourd'hui, ceux assez heureux comme celui-là, et puis ceux plus terribles. Il y a vraiment sur la haine, sur la souffrance, sur la montée des nationalismes. On a l'impression de lire parfois le journal, en fait. Le questionnaire Pont-Neuf avec lequel nous terminerons cette émission. Alors, vous connaissez le principe. Vous venez de me l'expliquer, oui. Alors, on vous dit, vous êtes ceci ou cela. Très bien. Vous n'êtes pas obligé de répondre l'un ou l'autre. Vous pouvez répondre l'un et l'autre. Vous pouvez répondre aucun des deux. Et vous pouvez aussi. Alors, la première, c'est êtes-vous Tolstoï ou Dostoïevski? Vous pouvez répondre aussi, je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis Tchekhov. Non, alors Tchekhov, je l'admire parce que j'ai une tendresse particulière pour les médecins écrivains, mais résolument Tolstoï. Résolument Tolstoï pour son style. Êtes-vous Hugo ou êtes-vous Balzac? Balzac aussi, pour son œuvre, oui. Et puis je partage cette admiration avec Zweig qui a écrit une très belle biographie de Balzac.
Êtes-vous, oui, c'est vrai. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Là, je connais la réponse. Parce que vous avez écrit un livre sur une pièce de théâtre, qui s'est jouée à l'atelier sur Modigliani. Donc résolument, même si en réalité j'admire profondément Soutine aussi, mais j'ai une tendresse pour il est très intéressant comme personnage aussi. Mais Modigliani, c'est vraiment une destinée, un personnage très attachant au-delà de son œuvre, qui fait de lui un génie. Êtes-vous Stefan Zweig ou êtes-vous Hannah Arendt? Ah bah vous avez la réponse déjà. Oui. Êtes-vous Ben Gourion ou êtes-vous Jabotinsky? J'avoue qu'on se connaît bien, mais je serais incapable de dire pour... immédiatement, Ben Gourion. Sans le moindre doute. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? J'aurais du mal à choisir entre les deux, entre ces deux penseurs. Même si la profession de Maïmonide et le serment de Maïmonide m'attiraient vers lui, et voilà, c'est deux d'immenses penseurs, et je ne pourrais pas choisir. Êtes-vous Facebook ou êtes-vous Twitter? Alors je suis concrètement un peu Facebook, mais les deux si j'avais à choisir, si j'avais une troisième voie, je la prendrais bien volontiers. Bien, Instagram. Peut-être pas celle-là. Ni l'un ni l'autre. La feuille blanche à remplir, c'est peut-être même si je suis comme on doit l'être sur Facebook, c'est malgré tout aussi beaucoup de temps et d'énergie perdue, qui peut être consacré à l'écriture ou à la lecture. Merci Laurent Sexic. C'était Pont Neuf, magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre, qui recevait aujourd'hui Laurent Sexic pour parler de Stefan Zweig, Pas de défaite pour l'esprit libre, des inédits parus chez Albin Michel et préfacés par Laurent Sexic.